Prendre soin de sa santé, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre magazine de la santé et bien le bonjour à vous. Si vous nous regardez sur Cam10 Télévision, vous faites bien. Aujourd'hui, nous abordons un autre concept et bien sûr, nous allons à la découverte de deux concepts très importants en médecine. Il s'agit de la cuisine et de l'hygiénisme. Et pour vous, nous avons ramené justement la seule, l'unique qui, pour le moment au Cameroun et dans l'Afrique, s'illustre positivement dans ce pont de la médecine qui a décidé justement de consacrer de son temps à étudier ce pont de la médecine pour permettre aux Camerounais de jouir d'une bonne santé. Avec elle, justement, nous aurons l'occasion de cerner ces concepts et bien sûr d'apprendre beaucoup de choses qui nous permettront d'améliorer notre vie au quotidien. N'oublions pas également que ces 52 minutes nous permettront de faire un plongée dans l'information de la santé qui a marqué justement la semaine, de revenir avec un focus parce que nous allons faire immersion dans un centre de kinésithérapie où nous allons rencontrer un kinésithérapeute qui va nous expliquer comment ça se passe, la prise en charge des personnes qui souffrent de la lombardose et bien sûr voir les différentes tâches qui sont effectuées de ce côté-là. Sans oublier, fidèles téléspectateurs, que vous avez une place dans ce programme en envoyant vos messages. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de participer au programme en posant vos questions aux médecins invités du jour. Alors, ceci a été dit, fidèles téléspectateurs, nous allons rapidement courir du côté de la réalisation pour prendre une transition et revenir ponctuer avec les informations de la santé. Bienvenue une fois de plus, fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions et nous ouvrons le bulletin de l'information en matière de santé de la semaine. Nous l'ouvrons en parlant de Youth Game for Vaccine. En effet, le lancement du projet de participation de 100 000 jeunes et adolescents dans 50 centres multifonctionnels de la promotion des jeunes a été lancé le 21 juin dernier à la mairie de Yaoundé 6, simultanément dans les 7 autres régions qui vont abriter ce projet. Ces jeunes ont bénéficié de ce projet d'animation ludique des jeux questions-réponses sur le Human Papillom Virus et bien sûr les infections sexuellement transmissibles évitables par la vaccination. Notre reporter a assisté à ce briefing. Voici son reportage. Adamawa, centre, est, extrême nord, ouest, littoral et nord, 7 régions pour 50 centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Objectif, 100 000 jeunes et adolescents qui vont bénéficier du projet Youth Game for Vaccine au travers d'une sensibilisation de masse sur maladies sexuellement transmissibles préventives par la vaccination. La CNPJ de Yaoundé 6 a donc dans cette optique abrité ce jour le lancement national de ce projet. Le ministère de la Jeunesse, dans le cadre de son vaste programme d'éducation civique et d'intégration nationale par le réarmement moral civique entrepreneurial, tient en compte cet aspect. Et nous assurons également dans nos CMPJ la promotion de ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité, qui vise donc à ce que les jeunes soient sains à travers des comportements sains, en adoptant des méthodes préventives contre les IST, SIDA et autres maladies. Au programme de ces 2 jours, des activités de mobilisation morale. Des jeux questions-réponses, des animations, des concours de danse, des jeux de petits goals avec des jeunes pendant 2 jours ici au CMPJ de Yaoundé 6.
pour amener les jeunes non seulement à s'amuser parce que c'est les vacances qui commencent, mais aussi à s'amuser en pensant à la santé. Parce que toutes les questions qui seront posées sont des questions liées à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, notamment par la vaccination et surtout la lutte contre le cancer du col de l'utérus, le cancer du pénis, les condylomes, le cancer de la gorge, le cancer de la bouche. Et d'éviter des maladies en se préservant. Car sans une jeunesse en bonne santé, on ne peut prétendre à des lendemains meilleurs. Après le sida, le paludisme, la drépanocytose occupe le 4e rang des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie héréditaire affecte une grande partie de la population dès la naissance. Certainement du fait de la non-information du grand nombre. Pendant que le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée, nous avons décidé de nous intéresser en tant soit peu à cette pathologie et à sa connaissance. Appelée aussi anémie falciforme, cette maladie génétique héréditaire est méconnue. Pourtant, la drépanocytose touche au moins 4000 Camerounais par an au Cameroun. Cette pathologie qui transforme les globules rouges en sorte de croissants qui bouchent les vaisseaux sanguins, en particulier dans les articulations, est liée à la présence de gènes d'hémoglobules anormaux. La maladie est obtenue à partir des ascendants, c'est-à-dire des parents qui sont porteurs du gène. Ça veut dire que l'enfant drépanocytaire a reçu, n'est-ce pas, une moitié du gène de son père et une moitié du gène de sa maman. Résultat, les douleurs insupportables pour les malades. Il s'agit essentiellement des crises douloureuses, ce qu'on appelle en médecine des crises vaso-occlusives, parfois associées à des crises hémolytiques, c'est-à-dire une destruction des globules rouges. Vous savez, ces globules rouges, lorsqu'elles sont déformées, elles n'arrivent plus à circuler comme un ballon dans le vaisseau. Elles vont aller boucher les petits vaisseaux et vont créer, n'est-ce pas, une douleur. Parce que les globules rouges étant déformés, n'est-ce pas, ont une durée de vie raccourcie. Et elles vont donc mourir avant leur terme. Cette maladie, qui affecte dès la naissance les populations de race noire, peut être prévenue à 3 niveaux. À court terme, c'est de faire un diagnostic. Nous avons quand même la chance de faire le diagnostic prénatal au Cameroun. Ce qui fait que quand on découvre prématuré, ou bien de façon rapide qu'un enfant a la drépanocytose et que la prise en charge est aussitôt engagée, je dirais que le pronostic est bon. Vous avez les complications, la prévention à moyen terme, c'est de communiquer, c'est de sensibiliser, d'accord, c'est de pouvoir éduquer, n'est-ce pas, le malade et l'entourage du malade. Et puis la communication à long terme, comprendre qu'avant toute rencontre ou bien avant tout mariage, s'ils peuvent faire un examen pour pouvoir déceler s'ils ont le gène S dans l'organisme. La maladie étant incurable, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la drépanocytose, les pouvoirs publics intensifient la sensibilisation autour de la connaissance de la maladie et la nécessité de se faire dépister avant de penser au mariage. Parlons toujours de drépanocytose pour évoquer la question de la prise en charge des examens revus à la baisse, le prix de la poche de sang payé de moitié prix. Les parents continuent de plaider pour davantage des efforts de la part du gouvernement pour la subvention de cette pathologie. Ces informations que nous donne notre reporter présent sur le terrain pour cet examen. L'on n'est pas sorti de l'auberge en parlant de la prise en charge de la drépanocytose au Cameroun. On estime à au moins 160 000 francs CFA annuellement les soins d'un enfant drépanocytaire, selon la sévérité de son cas. Une situation qui ne conforte pas les hôpitaux qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour leur alléger la tâche. Prioritaire quand ils arrivent, d'accord. Nous avons une trousse, n'est-ce pas, qu'on appelle une trousse d'urgence pour lever parfois la douleur, d'accord. Et à côté de ça, l'hôpital également facilite dans le sens où vraiment il
ils ont des examens qui coûtent relativement moins cher. Vous voyez, par exemple, la numération, ils le font à bas prix, l'hospitalisation. S'ils semblent mieux outillés pour faire face à la drépanocytose, les parents peinent malgré tout à s'adapter. Une catégorie de patients qui sont demandeurs, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus transfusés. Alors, chez eux, on a également pensé et on a demandé, n'est-ce pas, qu'ils payent des poches de sang à moitié prix. Ben, ils sont obligés quand même de donner des donneurs parce que si vous n'apportez pas de donneurs, vous voyez, à un moment donné, il y aura rupture. D'accord ? C'est vrai que ça ne suffit pas. Même la poche de sang dont le prix est réduit pour les drépanocytaires, il y en a qui n'arrivent pas toujours à acheter. Mais ceci ne dépend pas de l'hôpital. Ceci dépend, n'est-ce pas, de l'approvisionnement, des autres facteurs qui entrent en jeu. Sinon, franchement... La grogne demeure pour des efforts supplémentaires afin d'assurer la survie de leur progéniture. Parents, c'est-à-dire d'un enfant qui souffre vraiment de cette drépanocytose-là, je viens vraiment demander, j'interpelle vraiment, je vais dire quoi, le service de la santé, afin que vraiment qu'ils voient comment est-ce qu'ils peuvent apporter une solution de plus et plus spontanée, c'est-à-dire pour des cas de ces enfants-là. Nous, les parents, nous souffrons beaucoup. C'est-à-dire quand l'enfant fait une chute, fait une crise, comme vous nous trouvez à l'hôpital, là, c'est-à-dire ce n'est pas facile pour nous. Et quand on se retrouve qu'il faut faire une transfusion pour l'enfant et qu'on se retrouve encore avec beaucoup de difficultés, vraiment, ce n'est pas, c'est-à-dire ça nous met dans tous les angoisses possibles. En attendant les efforts conjoints de la population et ceux des pouvoirs publics à approvisionner suffisamment les banques de sang pour une prise en charge plus efficace des drépanocytaires, le Cameroun continue de prôner le dépistage néonatal pour réduire les chiffres de cette maladie génétique héréditaire. C'est avec cette information que nous refermons le bulletin de la santé de ce jour. À présent, place à autre chose. Je le disais à l'entame de ce programme, nous avons décidé de faire immersion dans un centre de kinésithérapie, bien sûr, pour voir ce qui s'y passe de ce côté-là et mieux apprécier le travail effectué par ces kinésithérapeutes qui, au quotidien, rectifient ou tout simplement soulagent les douleurs lombaires et bien d'autres douleurs. Mais nous avons décidé de faire une fixation sur les douleurs lombaires et parler justement de la lombardose avec Melchiade Sourou et qui nous a ouvert ses portes. C'est face à la caméra de Fanol Simé. Merci pour cette interrogation qui me paraît très importante dans la prise en charge des patients douloureux lombaires. Alors, on m'avait posé la question de savoir comment est-ce que nous faisons dans la prise en charge des patients souffrant de lombarthrose. Vous avez pris spécifiquement ce cas, mais je vais essayer de vous parler globalement des patients qui ont des douleurs lombaires qui peuvent être d'étiologies différentes. Ce que nous faisons généralement avant d'aller dans les spécificités qui concernent chaque patient. Alors, dès lors que nous recevons le patient, le premier élément que je requiers en tant que kinésithérapeute, c'est la prescription du médecin. Il doit avoir un bout de papier sur lequel le médecin a fait le diagnostic de façon précise et parfois des indications. Parfois, le médecin peut bel et bien se permettre de nous donner quelques indications dans la prise en charge. Mais le contenu de ma prise en charge dépend exclusivement de moi. C'est le kiné qui, au vu de son évaluation, va pouvoir mettre un protocole en place. Alors, quand il n'y a pas de l'évaluation kiné, on parle, dans le langage kinésithérapeutique, on parle du BDK, on parle du bilan diagnostic kiné. Et ce bilan n'est pas du tout pour vérifier ce que le médecin a fait en amont, mais ce bilan nous permet
comme kinésithérapeute, d'avoir les éléments nécessaires sur lesquels nous devrions agir pour pouvoir permettre aux patients de recouvrer sa santé. Alors, nous demandons aux patients souvent de nous faire une petite histoire de sa pathologie. Les patients ont souvent beaucoup à dire sur le début, l'évolution, les traitements qu'ils ont déjà subis, le résultat de tout ceci. Et après ça, nous essayons d'évaluer maintenant le principal symptôme de la lombalgie ou des lombalgies en général, qui est la douleur. Alors, cette douleur, nous allons l'évaluer en demandant directement au patient comment est-ce qu'il ressent sa douleur. Le patient devra nous dire, parfois sur une petite échelle de 10 étant la douleur vraiment la plus forte que le patient a déjà expérimenté, et 0 étant une situation de total calme. Et le patient nous essaie de situer, et avec ça, nous allons réévaluer le patient plus tard pour voir est-ce que la douleur évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que la douleur diminue. En dehors de cet élément qui est totalement subjectif, parce que c'est le patient qui nous renseigne, nous pouvons passer à des éléments de mobilisation ou à de la palpation de la zone indiquée par le patient étant la zone douloureuse, pour voir est-ce que nous pouvons réveiller la douleur, pour voir quelle est l'importance de la douleur. Parce que le kinésithérapeute, avant tout, recherche du mouvement. Le kinésithérapeute veut permettre à son patient de pouvoir faire des mouvements sans avoir de douleur ou sans avoir des difficultés au niveau moteur à pouvoir les réaliser. Après cette étape de douleur, nous passons à une autre étape qui est dit bilan sensitif. Et dans ce bilan sensitif, nous essayons de vérifier est-ce que la douleur dont le patient se plaint est une douleur localisée ou bien c'est une douleur qui irradie vers les membres inférieurs, c'est-à-dire vers la cuisse, la jambe et même au niveau des pieds jusqu'au niveau des orteils. Et là, on peut voir quel est le trajet parcouru par la douleur ou quel est le trajet pris par la douleur d'habitude. Avec ça, on peut objectiver l'étage vertébral au niveau duquel le patient a des difficultés. Après ça, nous allons faire un bilan qui est un bilan, je dirais, de la statique du patient, un bilan dit morphostatique, où nous demandons au patient de rester debout. On essaye de l'observer sous tous les angles, on essaye de voir de face quelles sont les difficultés que le patient a. Parfois, le patient adopte des positions qui sont des positions pour ne pas avoir mal, dites antalgiques, ou le patient développe déjà un certain nombre de déformations dans les 3 plans de l'espace. Donc, on essaye d'évaluer ces différentes déformations ou ces différentes attitudes qui peuvent être des attitudes vicieuses adoptées par le patient qui vont dans le sens d'entretenir ces douleurs. Donc, voilà un peu de quoi recèle ce bilan dit morphostatique. Après, nous passons au bilan morphodynamique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements que nous essayons de faire aux patients pour voir est-ce que ces mouvements-là réveillent de la douleur ou est-ce que ces mouvements apaisent ces douleurs, et nous prenons note et c'est à partir de ce que nous recensons là que nous essayons d'établir notre protocole plus tard. Et dans le bilan dynamique également, on va essayer de faire un bilan musculaire, c'est-à-dire voir la force d'un certain nombre de muscles. Généralement, on va s'attarder sur 2 couples de muscles, c'est-à-dire on va parler des muscles antéverseurs et des muscles rétroverseurs du bassin. Alors, il s'agit globalement des muscles abdominaux, des muscles fessiers, des muscles paravertébraux, c'est-à-dire les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, de notre colonne vertébrale. Après, également, évaluer l'extensibilité chez le patient, voir est-ce qu'il n'y a pas des muscles qui sont raccourcis ou qui sont rétractés, comme les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière la cuisse, et qui vont dans le sens d'entretenir les déformations que le patient développe et par ricochet qui induisent les douleurs que le patient ressent. Après ces éléments de bilan statique et dynamique, nous allons passer plus tard à un bilan qui est dit fonctionnel. Dans le bilan fonctionnel, nous essayons d'évaluer quel est l'impact de
de la pathologie que le patient développe sur ses activités quotidiennes, sur ses activités de la vie journalière, sur ses activités professionnelles, de même que sur ses activités ludiques. Les activités ludiques, les activités sportives, nous essayons d'évaluer quelle est l'importance, en quoi la douleur, la pathologie du patient l'empêche de pouvoir vivre normalement comme à l'accoutumée. Et voilà globalement les éléments qui entrent dans le bilan. Il peut y avoir d'autres petits éléments que nous essayons d'évaluer compte tenu de ce que le patient nous décrit comme étant ses difficultés. Alors, après ce bilan se fait au cours d'une séance et on va établir le protocole, dit ce qu'il faut faire et puis les soins peuvent commencer. Séance tenante où les soins peuvent être renvoyés à la séance qui suivra pour le démarrage de la prise en charge proprement dite. Donc voilà globalement les éléments qui peuvent constituer l'évaluation du patient qui développe des douleurs lombaires. Salut, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, après la phase d'évaluation, nous passons à la séance proprement dite. Notre séance va avoir comme activités, des mobilisations articulaires, des étirements, des renforcements musculaires et nous allons l'achever par un massage. On va mobiliser le rachis de part et d'autre. Après quoi on peut passer à des étirements. Ça va, détendez-vous, relâchez. On va faire quelques tractions. Relâchez, laissez-moi manipuler, ok? Non, ne m'aidez pas. Laissez-vous aller. Non, relâchez, laissez-vous aller. Relâchez-vous, on va passer au renforcement. On va commencer par les abdominaux. Ok? Vous allez poser vos deux mains là. Et simplement vous levez la tête. Non, levez simplement la tête, vous maintenez. Le regard vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On revient. Vous allez vous retourner s'il vous plaît sur le ventre. Je vais enlever le coussin. Ok. Nous allons renforcer les érecteurs du rachis. Les deux mains à la nuque. On va lever là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok. On revient là pour étirer les quadriceps. Parce que tout à l'heure on a étiré les ischio-jambiers, à présent on étire les quadriceps. Il faut noter que la séance n'est pas stéréotypée, donc on peut alterner tel qu'on veut, ou du moins tel qu'on a programmé selon le diagnostic qu'on a fait. On peut faire des tractions manuelles. Alors, tout à l'heure, ma collègue Priska a essayé de montrer quelques petites parties de la prise en charge de façon pratique. Et ce n'est que la première séance. Et au fil des séances, on va développer tout le protocole qui ne saurait être appliqué en une seule séance. Donc, généralement, les patients ont 12, 15, 20 séances. Ça dépend de l'acuité de ce dont ils souffrent et ça dépend
principalement de ce que le médecin a prescrit au départ. Donc, si à la fin des séances, le patient n'est pas totalement satisfait, nous faisons un rapport au médecin et nous demandons une rallonge pour pouvoir permettre au patient d'être entièrement satisfait. Donc, voilà en quoi consiste la prise en charge des douleurs lombaires au niveau d'un kinésithérapeute. Ça commence chez le médecin et ça finit chez le kinésithérapeute et nous rendons compte au prescripteur. Donc voilà en quelques images et en quelques mots ce que nous faisons généralement dans la prise en charge des patients souffrant des douleurs lombaires. À présent, nous ouvrons cette large fenêtre après, bien sûr, cette information assez intéressante qui nous a permis de cerner comment voilà, gérer facilement les douleurs de lombardose ou bien de l'arthrose lombaire. Nous revenons maintenant pour parler de ces concepts que nous avons énumérés. Il s'agit de la cuisine et de l'hygiénisme. Et pour vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Marie-Bernadette Amougou qui a répondu présente à notre invitation. Bonjour. Bonjour Claudia. Comment allez-vous? Ça va bien. Dans tous les cas, physiquement, on peut déjà remarquer que ça va complètement bien. Et surtout que ce que vous nous apportez comme information aujourd'hui, c'est pour redynamiser autant soit peu le système de santé ou alors le bien-être de chaque personne. Tout à fait. Je voudrais parler ici de l'hygiénisme et de la cuisine pour édifier nos populations parce que ce sont deux concepts qui me tiennent vraiment à cœur et dont j'ai vu des résultats ailleurs. Je me suis dit, pourquoi pas chez nous? C'est pour cela que je suis venue chez moi, chez nous au Cameroun, et je suis en train de vouloir vulgariser ces concepts pour que la population s'en imprègne et puisse prendre possession. Voilà, c'est davantage un plaisir pour nous de savoir à chaque fois qu'il y a un moyen de plus qui permet à la population de se sentir mieux, d'être en bonne santé, c'est justement la bienvenue. Et donc avec vous, on va essayer de parcourir ces différents concepts parce que plusieurs personnes sont ignorantes. C'est vrai que moi-même jusqu'à un certain moment, j'étais assez ignorante de ces concepts qui peut-être s'avèrent être importants pour la population. Donc, on va parler d'hygiénisme déjà. On voudrait savoir c'est quoi l'hygiénisme. Alors, Claudia, à l'attention de nos téléspectateurs et téléspectatrices, je dirais que l'hygiénisme, c'est l'art de vivre en bonne santé par le respect des lois de la nature et par la bonne connaissance des aliments spécifiques à l'espèce humaine. Alors, cette conception est révolutionnaire, il faut le savoir, parce qu'elle est aux antipodes des modes de pensée habituels. Donc, contrairement à ce que nous voyons au quotidien, l'hygiénisme part du principe de supprimer la cause pour faire disparaître l'effet. L'hygiénisme est donc un enseignement tiré directement de l'observation des lois de la vie. En un mot, c'est un véritable art de vivre. L'hygiénisme enseigne les principes de base pour tous, mais chacun doit doser chaque facteur de santé selon son propre pouvoir d'assimilation et devenir ainsi l'artisan de sa santé. En fait, l'école hygiéniste est simple parce qu'elle redonne au corps son plein potentiel de guérison. On parlera d'homéostasie, on ne contre pas. On accompagne. On ne combat pas la maladie. On accompagne
parce qu'il faut comprendre aussi ce que c'est que la maladie. Je vais revenir là-dessus au cours de notre émission, parce qu'il faut que le public comprenne ce que c'est que la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis malade? Voilà. Alors, on permet donc aux mécanismes de régénération de faire leur travail en agissant sur l'équilibre du terrain. Voilà en gros ce que je peux dire déjà par rapport de l'hygiénisme. Voilà. Si on a compris bien, ça veut dire que je veux dire, ce pan de la médecine, je peux dire ainsi, simplement, s'intéresse aux causes même de la maladie et non à simplement soigner la maladie. Ça veut dire que ça s'attaque à la cause. Ça s'attaque à la cause parce que nous disons les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, si Claudia se présente à moi et puis elle me dit j'ai mal à la tête, je vais prendre un paracétamol pour vous donner. Ça va vous calmer, mais ça ne va pas soigner votre maladie. Je dois donc, à l'aide de l'hygiénisme, chercher à comprendre qu'est-ce qui est à la cause de ce mal de tête, qu'est-ce qui est la cause de ce mal de tête, et puis partir donc là-bas pour chercher à comprendre qu'est-ce qui a causé, et c'est là-bas que je veux plutôt apporter la solution. Pour que Claudia n'ait plus mal à la tête et ne vienne plus me solliciter. Voilà. D'accord. Et on parle également de cet autre concept, il s'agit de la cuisine. Et qui peut-être, lorsqu'on écoute cuisine, on fait référence à la cuisine et puis on se dit, bon, c'est quoi la nourriture crue, je ne sais pas trop. Oui, comme on venait de le dire, nous partons des causes pour traiter, voilà. Alors, il y a une façon, c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui le disait, que votre nourriture soit votre seul remède. Alors là, de quelle nourriture s'agit-il? Qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons comment? Nous mangeons quoi? Et moi, j'aime à le dire. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Voilà. Alors, nous faisons donc beaucoup d'erreurs de table qui nous nuisent. Et j'aime à le dire à ceux qui aiment croire, on m'a lancé, on m'a fait, on m'a si. Sur 100 cas de maladie, études faites, sur 100 cas de maladie, vous allez trouver un seul cas qui relève de ce domaine-là. On m'a lancé, on m'a du surnaturel et du mysticisme. Les gens sont malades parce qu'ils mangent mal. Nous ne savons pas manger. Ici, chez nous, au Cameroun, quand j'observe, on se nourrit. Parce que j'ai faim et puis je dis, je mange ce qui se présente à moi, je mange. Alors, le concept cuisine, quand nous disons cuisine, on cuit la nourriture, on cuisons nos aliments, alors on parle de cuisine. Alors, le concept nouveau ici, c'est cuisine. Nous restons dans le domaine de l'alimentation, de la nourriture, mais il s'agit d'une nourriture crue. Et dans ce domaine-là, parlant donc de la cuisine, nous allons voir ce que nous appelons nourriture vivante. Et nous allons définir ce que c'est que la nourriture vivante. Et dans ce registre, donc parlant de nourriture vivante, nous allons voir la nourriture vivante, la nourriture morte et la nourriture morte neutre. Or, dans notre quotidien, les gens ne font pas cette différence. Ils ne savent pas ce que c'est et comment gérer toutes ces nourritures. Donc, je suis là ce matin pour essayer d'édifier notre population afin de pouvoir comprendre ce que c'est et pouvoir faire des choix qui nous font du bien, et ça va nous mettre à l'abri de la souffrance que nous appelons la maladie. D'accord. Merci beaucoup pour ces innovations, tout simplement, pour cette connaissance que certainement nous allons cerner. Parce que quand moi j'écoute déjà cuisine, et qu'on parle de nourriture crue, je pense déjà à comment manger le poisson cru. Vraiment, je ne sais pas si c'est ça, mais nous allons apprendre ensemble. Et je vous propose à vous qui nous écoutez de prendre déjà un stylo qui vous permettra de noter. Voilà, parce que c'est bien.
On note, vous savez, on dit souvent que notre cerveau n'est pas un ordinateur. Il faudrait parfois noter, ça nous permet de mieux cerner. Donc, on va parler de nourriture vivante. C'est quoi la nourriture vivante? Qu'est-ce qui entre dans la nourriture vivante? Oui, une nourriture vivante, c'est une nourriture qui vit et qui donne la vie. Alors, parlant de l'alimentation vivante, c'est une alimentation haute vitalité. C'est un repas 100% naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'additifs là-dedans. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien d'artificiel là-dedans, c'est naturel. Et puis, vous allez constater que sur la planète Terre, l'être humain est le seul à utiliser le feu quand il veut manger. Et quand le gaz vient à finir subitement à la maison, la femme de maison pose les mains sur la tête, dit « je suis morte, je vais faire comment, on ne va pas manger ici aujourd'hui parce que le gaz est fini. » Que non, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, une nourriture vivante, c'est une nourriture qui n'a pas besoin de feu. Une nourriture qui n'a pas besoin de feu parce que le feu brûle, le feu tue. Et une nourriture vivante, c'est une nourriture bourrée de vitamines dont notre organisme a besoin, bourrée de sels minéraux et bourrée d'enzymes. Et tout cela contribue au rayonnement, à la santé de l'être humain. Alors, pour ne pas se décourager et être dans le train, chaque jour, je dois manger les carottes, chaque jour, je dois manger la salade ou les avocats. Ce domaine s'est investi à vous procurer des variétés de plats, de l'entrée au plat de résistance jusqu'au dessert. Tout est cru et là nous avons développé des techniques de présentation, de découpage, de séchage, de fermentation, de montage, et puis tout ça vous donne envie de manger. On va vous présenter par exemple un gâteau cru, on n'a pas eu besoin de four. On va vous présenter, par exemple, des sauces, des soupes crues. On va vous présenter, voilà, on va vous présenter des soupes crues. On va vous présenter des graines germées. C'est des choses que notre population produit, mais elle produit ça pour les autres et puis non pas pour elle-même. C'est pour les autres. Et puis on va au marché, on voit tout ça traîner. C'est des choses qui coûtent excessivement moins cher et qui sont à notre portée, mais comme on ne sait pas comment gérer, comment utiliser, alors on passe à côté. Voilà, c'est tout ça, tout cet ensemble qu'on peut qualifier de nourriture vivante. Et je l'ai dit, c'est une alimentation haute vitalité, c'est un repas 100% naturel qui ne peut que nous donner beaucoup de vie, de rayonnement, de vitalité. D'accord. Si on cite comme ça, comme quelques exemples de repas crus, ou alors d'aliments qui se consomment crus, on aura quoi? On aura par exemple des soupes. On a des soupes crues. J'ai par exemple la gazpacho que je fais par exemple avec la tomate, les concombres, les persils, les oignons, un peu d'huile d'olive et puis on peut ajouter un peu de poivron et on sale. Tout ça mixé, et je peux ajouter aussi un peu de citron. Tout ça mixé va vous donner une très bonne soupe que la famille peut très bien apprécier. Et ça s'accompagne, par exemple, avec du bâton de manioc. Le bâton de manioc, pourquoi? Parce que le bâton de manioc est vide. Il ne vous apporte rien et il ne va pas donner beaucoup de travail à votre foie. Et puis, la nourriture vivante ne perd pas le temps au niveau de l'estomac pour se digérer. Elle se digère facilement et puis ça va là où ça devrait aller. Et vous allez comprendre ça quand je vais passer au niveau de la nourriture morte que nous consommons chaque jour pour confirmer les avantages et les bienfaits de la nourriture vivante dans notre organisme. Justement, parlons donc de cette nourriture morte parce qu'il est important aussi de faire ce distinguo avec la nourriture vivante. Donc, parlons de la nourriture morte. Alors, on utilise
naturellement le terme nourriture morte pour désigner les produits dits biocidiques. Cela signifie qu'ils ont pour principale fonction celle de détruire la vie. Oui, la nourriture morte a pour mission de détruire la vie, notamment à cause de la perte de tous leurs intérêts nutritionnels. Généralement, les aliments morts sont uniquement composés de mauvaises graisses ou bien de mauvais sucres et des additifs que nous ajoutons. Par exemple, toute la nourriture industrielle que nos jeunes filles et nos jeunes garçons adorent ces jours-ci. Dans tous les cas, si vous décidez d'adopter un régime alimentaire à base de nourriture vivante, vous devez définitivement dire adieu aux aliments à base de sucre blanc ou bien à base des farines raffinées, des pâtes, des croissants, des gâteaux, aux produits contenant des additifs chimiques comme les cubes Magie, ainsi que ceux préparés à base d'huile ou bien de matières grasses industrielles, les pizzas, les frites, les hamburgers et tout ça. Parce que donc, quand vous consommez cette nourriture morte, vous allez vous rendre compte que immédiatement après avoir mangé, vous vous sentez fatigué. Pourquoi cette fatigue? C'est parce que la digestion absorbe votre énergie au lieu de vous donner d'énergie. Et c'est ça le bien fondé de la nourriture vivante. La nourriture vivante n'absorbe pas votre énergie, au contraire, elle vous procure de l'énergie, et la nourriture morte absorbe plutôt votre énergie. C'est pour cela que la digestion de la nourriture morte va vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps et vous vous sentez fatigué. Et certaines personnes des pays occidentaux, pour ne citer que ceux-là, l'ont compris. C'est pour cela que vous allez les voir, après avoir mangé, ils sont accros au café, ils sont accros au whisky, pour essayer de fabriquer une énergie artificielle. Parce que la nourriture morte nous fatigue. Et c'est ça qui nous donne ces maladies. Et on va revenir tout à l'heure, oui. D'accord. On parle maintenant, on prend ce dernier concept de la nourriture neutre. Parce qu'à côté de la nourriture vivante, on a également la nourriture morte. Et puis, maintenant, cette nourriture neutre qui également intervient dans notre métabolisme, dans la nutrition en fait. Oui, parlant de nourriture neutre, les produits naturels qui ont été cuits ou bien ne sont plus totalement frais, mais ils seront considérés comme biostatiques car ils auront perdu une partie de leur valeur nutritive. Alors on les qualifie de nourriture neutre. Ils ne nous font pas trop de mal, ils ne nous font pas trop de bien, mais c'est là où ils sont là. Et là, un peu comme le bâton de manioc. Un peu comme le bâton de manioc, un peu comme les œufs bouillis. Oui, on peut les prendre, ça ne nous fait pas beaucoup de mal. Donc voilà ce que je peux dire brièvement aujourd'hui. Mais dans ces concepts, on va revenir dans les prochaines émissions en profondeur pour mieux vous édifier. D'accord. Maintenant, on veut savoir quel est donc l'impact de ces différentes nourritures sur notre organisme. Qu'est-ce que ces nourritures nous apportent, que ce soit la nourriture vivante, la nourriture morte et même la nourriture neutre? Alors, la nourriture vivante, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, la nourriture vivante est là pour nous donner la vie, pour nous faire vivre et pour contrôler notre poids. Et puis, nous donner vraiment des idées positives, nous donner notre rayonnement. Par contre, la nourriture morte, comme je le dis, et pour me faire comprendre, je voudrais parler ici de la leucocytose digestive que un certain Kouchakov en 1937 va poser comme théorie de la dénaturalisation de l'alimentation par la cuisine.
La cuisine dénaturalise l'alimentation et entraîne une réaction immunitaire. Il montre un lien entre l'appauvrissement enzymatique de l'alimentation industrielle et les maladies chroniques. Par exemple, selon lui, l'alimentation crue n'entraîne pas de leucocytose digestive, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse immunitaire. Maintenant, il affirme que la leucocytose digestive est un phénomène pathologique qui fait le lit des maladies dégénératives. Alors vous allez voir au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper tendues, il y a beaucoup de personnes qui développent beaucoup de maladies auto-immunes, on ne comprend pas. Et puis vous allez arriver à l'hôpital, on va vous dire, ces maladies ne se soignent pas. Ça ne se soigne pas. Alors, il y a problème. Il y a problème. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faut se laisser aller? Est-ce qu'il faut croiser les bras et dire que bon, moi j'attends ma fin, je suis condamné à porter cette maladie? Alors, l'hygiénisme que nous prônons aujourd'hui, la cuisine que je suis en train de présenter sont là pour vous dire non, je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour combattre la maladie, nous ne combattons pas, on accompagne. Et quand on accompagne, nous essayons de comprendre ce que vous avez consommé et qui vous a conduit dans telle situation. Et c'est là-bas que nous allons corriger pour revenir à ce que dit Hippocrate, que ta nourriture soit ton seul remède. Ainsi, nous essayons de remédier à toutes ces situations grâce à la nourriture dite vivante. Voilà, que ta nourriture soit ton seul remède. Et bien sûr, on voudrait donc savoir, est-ce que justement la cuisine, ou tout simplement cette discipline, pourrait ou alors facilite justement donc la solution à ces problèmes que nous rencontrons tous les jours, ces maladies telles que le diabète, on parlera de l'hypertension, la goutte, la cirrhose de foie, l'obésité, en fait, autant de maladies qui touchent parfois l'être humain et qui s'avèrent parfois meurtrières. Est-ce que la cuisine peut apporter des solutions concrètes et définitives face à ces maladies? La cuisine crue est là pour ça, parce que je l'ai dit aussi, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que quand les gens viennent vers moi, oh, je suis diabétique, je suis hypertendu depuis tel nombre d'années, alors la question que je pose, qu'est-ce que vous aimez manger? Tout simplement, qu'est-ce que vous aimez manger? Alors la personne va vous dire, moi j'aime manger la viande, une autre personne, le héros, l'autre va vous dire, j'aime manger le coq avec beaucoup d'huile, une autre personne va vous dire, je suis accro aux produits laitiers. Alors c'est suffisant pour moi. Alors, dès que j'ai compris ça, je développe donc, je vous explique et je vais donc faire le contraire. Comme vous aimez manger telle chose et vous n'aimez pas manger telle autre chose, je vais donc vous faire manger ce que vous n'aimez pas manger. Parce que le fait de dire « je n'aime pas manger telle chose », ce n'est pas vous qui parlez. C'est des ennemis qui vivent maintenant, qui ont élu domicile à l'intérieur de vous, qui vous dictent la loi. Nous aimons manger telle chose parce que ça nous arrange, ça nous plaît, ça nous met à l'aise. Et vous engraisse davantage. Oui, et vous, ça vous rend malade. Ça vous rend malade, vous n'êtes pas à l'aise, mais eux, ils aiment ça. Alors, je vais vous donner ce que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la cuisine, vous n'allez pas apprécier tout de go les soupes crues que je vais vous proposer, mais avec le temps, au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez apprécier et nous allons aboutir à des résultats intéressants. Voilà, c'est davantage intéressant de comprendre toutes ces choses, mais ça veut donc dire que vous nous dites en clair de ne plus cuire nos repas, de ne plus préparer, parce que généralement à l'hôpital on nous dit aussi qu'il faut bien cuire le repas avant de manger. Si on va faire du haricot, forcément il faudrait que ce soit bien cuit, et si on veut préparer du coquille, il y a tellement de nourriture, on demande de bien faire cuire pour faciliter davantage le métabolisme de digestion. Donc maintenant il est question de ne plus cuire les repas. Comment finalement on voudrait comprendre, on se situe à quel niveau là?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que manger cru, c'est manger vrai, car la nourriture, la nature, autant pour moi, la nature a prévu ce qu'il y a de mieux pour nous. Oui. C'est aussi synonyme de manger sain. Mais cela doit rester un plaisir quotidien de notre palais, oui. Alors, le 100% cru, tout le temps, je crois que c'est une douce utopie. Hein? Bon, mon intention n'est pas de vous convertir au végétalisme cru, pur et dur, non. Mais de vous amener tout simplement à comprendre ce qui est bon pour votre santé. Hein? L'explosion des allergies à tout genre nous indique qu'il est temps de revenir un peu dans le bon sens. Hein? Cela ne signifie donc pas qu'il ne faut plus jamais manger de viande, de nos plats traditionnels tant prisés. Je ne le crois pas non plus. Je vous invite à revenir tout simplement aux faits maison. Nos repas doivent être composés majoritairement de légumes et de fruits de qualité en laissant une large part au cru. Voilà. Je ne suis pas contre l'idée de manger des produits animaux de qualité, mais en quantité très limitée. Je suis flexivore, hein, à dominance crue. D'accord. On va donc dire que on va être des flexivores à dominance crue. Donc, on permet d'autres repas qui sont bien cuits, mais aussi, il faut privilégier des repas crus, oui. De la végétation, en fait, tout ce qui est, je vais dire, légumes et autres fruits. Il faut beaucoup privilégier cela, mais on peut manger quand même. Ça veut dire que je peux toujours manger mon héros, mais bon, de oui. temps à autre, oui. je vais mixer. D'accord, merci beaucoup. Mais quand même, hein, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses que nous avons comprises là et beaucoup de belles idées, voilà. De belles idées, si on applique, certainement, on ira mieux. Mais on veut quand même savoir pourquoi vous vous êtes intéressé directement, comment vous avez capté ce secteur, ce domaine, et puis vous vous êtes dit, non, il faudrait que je fasse immédiatement dans ce domaine. Oui, j'ai observé ce qui se passe autour de nous parce que Dieu nous a donné les deux yeux pour regarder, voir. Oui. Il faut voir, après juger, après avoir jugé, il faut agir. Alors j'ai vu ce qui se passait autour de nous. Vous voyez les hôpitaux qui se construisent sans cesse, qui sortent partout des terres comme des champignons. Alors j'ai dit, les gens sont malades et vont tout le temps à l'hôpital. Et puis, ça ne se vide pas. Au contraire, c'est toujours rempli. Vous êtes toujours malade et vous repartez. J'ai dit, il y a problème. Il y a récidive à tout moment. Oui, il y a tout récidive à tout moment. Il y a des hôpitaux de référence, il y a des dispensaires, il y a des centres de santé, il y a des pharmacies, mais ça ne change pas. Les gens sont toujours malades. Je me suis dit, il y a problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en faisant donc mes recherches, je me suis rendu compte que on soigne beaucoup plus les symptômes et on ne cherche pas à connaître la cause. Et quand j'ai compris cela, je me suis donc investi à comprendre comment faire pour comprendre ce qui rend les gens autant malades. C'est comme ça que je rencontre Silou Versan qui fait dans la cuisine depuis des années en France et elle va donc mettre sur pied une école qui a pour nom Cuisine Academy. Et en m'intéressant donc à cette branche, je vais donc découvrir que la nourriture, c'est le seul remède en relation avec la déclaration du père de la médecine Hippocrate qui nous le dit que votre nourriture soit votre seul remède. Alors, je me suis intéressée donc à la nourriture. S'il s'agit de la nourriture, de quelle nourriture s'agit-il? Pourtant, les Camerounais mangent bien. Oui, ils connaissent la nourriture et puis la cuisine camerounaise est très prisée.
Alors, qu'est-ce qui fait problème? Alors, je vais donc me rendre compte que non, il y a un petit désordre qui se passe au niveau de comment manger. Parce que, pour dire vrai, on se nourrit, on ne mange pas. Oui, j'ai faim. Et puis, je sais qu'il y a un bon restaurant à tel endroit qui fait bien du héros. J'arrive là-bas, je m'installe, je mange. Mais non, il faut une certaine discipline quand nous mangeons. Quand j'ai compris ça et que j'ai commencé à observer et à faire appliquer cette discipline, les résultats sont automatiques. Donc, il y a une certaine discipline, comme je le disais tantôt, je ne suis pas contre. Je ne condamne pas et je ne suis même pas là pour mettre les gens sous régime. Parce que le régime, je n'apprécie pas qu'on vous dise vous êtes sous régime sans sel, sous régime sans sucre et autres. Parce que vous allez entrer là-dedans et à un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez vous lasser et vous allez abandonner. J'ai dit non, pas de régime, mais il y a des disciplines, certaines disciplines qu'il faut respecter. Commencez toujours par du cru. Et dans votre assiette, arrangez-vous à un certain âge à avoir par exemple 60% de cru dans votre assiette et 40% de cuit. Et là, vous allez voir que votre santé va revenir tout seul. Tout seul. D'accord. Merci, c'est intéressant de le savoir. Ça fait déjà combien d'années que vous exercez en tant que Crazy Coach? Ça va faire bientôt 10 ans. 10 ans. Que je suis dedans. Et dans ces 10 ans, quand même, y a-t-il un événement qui vous a marqué en particulier? Une scène ou tout simplement une guérison qui a été assez spectaculaire et qui vous a donné davantage cette joie, qui vous a galvanisé à continuer dans votre bataille? Il y en a plein de témoignages, plein. Mais je vais quand même prendre l'exemple récent d'une dame qui m'a suivi dans une chaîne de radio privée. Oui. Et elle est à Douala, elle réside à Douala et qui était de passage à Yaoundé. Alors, quand cette maman arrive chez moi, je pouvais lui donner 80 ans. Hein. Et puis, elle a ses 2 béquilles et puis, elle est vraiment immense en poids. Elle arrive et puis elle me dit elle a l'arthrose et puis elle est hyper tendue et puis elle a le mauvais cholestérol et depuis 8 ans, hyper tendue depuis 30 ans et puis alors je demande à la maman qu'est-ce que vous aimez manger et puis elle m'explique, je lui dis bon, là, quand je vous regarde, parce qu'il faut le comprendre, nous fonctionnons et nous sommes comme des poubelles au regard de ce que nous mettons dans notre corps comme nourriture. Alors, je lui dis, je vais commencer par une cure de désintoxication. Je vais vous nettoyer le corps parce que c'est de trop là. C'est de trop là. Et je prends toujours 3 jours pour faire la cure de désintoxication. Nettoyer le corps de ces mauvais acides, de ces graisses et de tout ce qui n'est pas intéressant, en passant par le foie, les reins, les intestins, le système nerveux et tout ça. Oui. Alors, au bout de ces 3 jours, cette dame qui avait ses 2 béquilles a abandonné les béquilles, mais elle boitait et puis elle marchait sans béquilles. Et puis, elle avait des crampes qui lui arrivaient jusqu'aux cuisses. Alors, elle me dit, je dois passer encore 6 jours à Yaoundé, je vais retourner à Douala. Alors, je vais pomper dans des potions, je lui donne des jus de fruits naturels, des jus de légumes pendant 6 jours. Après, elle est partie, j'ai composé son menu, je lui dis, essayez de manger comme ça au quotidien. Alors, cette dame me revient 1 mois après. Elle ne m'a pas appelé qu'elle devait arriver, j'entends sonner, et puis je cours pour ouvrir le portail. Je vois une jeune dame et je la confonds à une de mes tantes qui réside en Balmayo. Je lui dis, mais tante, comment vous pouvez arriver et puis vous ne me dites pas que vous allez arriver? Elle entre et puis elle éclate de rire. Je dis, allons à la maison. Et puis elle me dit, c'est moi telle. Je sursaute, je dis, mais c'est pas possible. Donc vous étiez encore une jeune dame et puis elle me dit, oui, me voici. Et alors, j'en ai parlé à mon entourage qui ne me reconnaissait plus. Je leur ai dit, il y a Mère Bio à Yaoundé, allez seulement. Je suis revenue vous voir pour vous dire que ça va. Ce jour-là, cette dame a fait un témoignage que j'ai enregistré et que je garde dans mon téléphone. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous passer ce témoignage. Et elle est là, elle vit, elle va bien. Et
il y en a plein d'autres témoignages. C'est vraiment réconfortant que de savoir qu'il est produit ou tout simplement les résultats sont palpables lorsqu'on suit le régime qui est imposé ou tout simplement qui est conseillé par la Cruzy Coach. Donc, en mangeant, en consommant de la nourriture crue, c'est bien pour l'organisme. Oui. Je crois que je vais également essayer. Hein. Donc, on verra bien, fidèles téléspectateurs, vous serez les juges. Et vous allez me dire si justement les produits et tout, et le régime a bien fonctionné. Dans tous les cas, quant à nous, sur ce plateau, nous avons reçu beaucoup d'informations que j'ai eues avec les questions que j'ai eu à poser. Si à votre tour de poser les questions, dans Docteur, j'ai une question derrière cette transition. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Marie-Bernadette Amougou, Cruzy Coach, et qui nous a enrichi avec des informations importantes sur la nourriture vivante, la nourriture morte, la nourriture neutre. Et nous savons d'ores et déjà qu'il est important de manger la nourriture vivante, cette nourriture crue. Si nous multiplions des repas avec des repas crus, nous avons le bénéfice de savoir que nous serons mieux portants, nous aurons le bien-être physique, mental et moral. Voilà. Donc, je vais maintenant prendre les quelques questions qui sont arrivées à notre niveau pour tous ceux-là qui ont décidé de mieux cerner le cancer. Je prends le premier message. Bonjour, docteur, j'ai une question. C'est quoi la crusine? Donc, dans tous les cas, certainement la personne, puisqu'on a déjà expliqué ce qu'est la crusine, en quelques mots, un petit résumé. Oui, ça ne dérange pas. La crusine, comme son nom l'indique, cru et zine, c'est une nourriture crue qui ne passe pas forcément par le feu. Je préfère dire ça tout simplement comme ça. C'est une nourriture qui est vivante, qui ne passe pas par le feu, et c'est une nourriture riche en sels minéraux, en vitamines et en enzymes, donc bénéfique pour notre bien-être. Merci pour cette réponse. On prend une autre question. Docteur, j'ai une question. Je suis Judith et je voudrais savoir quelle est la plus-value de cette nourriture. La nourriture vivante, non seulement ne vous fatigue pas, ça vous donne de l'énergie et puis ça vous permet de rester sur votre poids de forme. Vous n'avez pas de problèmes de surpoids ni d'obésité. Et puis ça se voit au niveau de votre peau au jour d'aujourd'hui qui n'aimerait pas être beau, qui n'aimerait pas être belle, qui n'aimerait pas avoir une belle peau. Et moi je le dis toujours à ceux qui viennent vers moi, la beauté c'est pas au niveau de ces produits cosmétiques, des huiles chères, des savons chers. La beauté, la clarté de votre teint vient de l'intérieur, parce que l'intérieur est propre, ça se voit au niveau de votre peau. Donc, cherchez à bien manger et à manger une nourriture vivante, vous aurez tous ces résultats. D'accord, merci. Merci. On va prendre une autre question. Bonjour, docteur, j'ai une question. Je voudrais savoir, citez-moi 5 plats seulement qui peuvent me permettre de varier en termes de nourriture crue à la maison avec le monde que j'ai. 5 plats. Je comprends. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire par 5 plats. J'ai dit il faut avoir une certaine discipline quand vous mangez. Mettez plus de cru dans vos assiettes et moins de cuit. Donc, ça dépend de l'âge. 50% de cru et 50% de cuit pour les moins âgés, mais 60% de cru et 40% de cuit pour les plus âgés. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour le moment, ici chez nous, vous connaissez tous faire des plats de crudité, mais il y a la possibilité aussi
de se faire former parce que j'ai commencé des formations depuis 3 ans aujourd'hui. Je fais des formations personnalisées, c'est bon à savoir. Et je prends aussi des groupes, je fais des séminaires de formation aussi qui durent soit une semaine, soit 3 jours. Là, je vous montre comment concocter des plats appétissants allant dans le sens de la cuisine. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par le feu. Vous gagnez en temps, vous gagnez en énergie et vous gagnez en valeur nutritive. Voilà, je crois que c'était ça qu'elle voulait savoir. Quels sont les différents plats qu'on peut concocter pour justement 5 variétés pour toute la famille. Donc, c'est peut-être là qu'elle voulait poser. C'est peut-être. Oui, alors je ne peux pas dire premier plat, prenez ceci, prenez cela. Je dis tout ce qui est cru est le bienvenu. Tout ce qui est cru. Alors, organisez-vous à mettre plus de cru dans vos assiettes. Tout simplement. D'accord. Alors, dans nos marchés, ici au Cameroun et à Yaoundé, nous sommes gâtés. Il y en a tellement, des choux, des carottes, des concombres, des avocats, la tomate, c'est plat, les courgettes. Alors, quand vous allez venir auprès de moi, je vais donc vous montrer des différents plats que vous pouvez concocter, des spaghettis crus par exemple, et des feuilles de printemps, des graines germées. On va donc concocter et là, ça va faire des variétés de plats et vous aurez plus de 100 plats. Vous demandez 5, je vais vous en donner plus de 100. D'accord. Merci, docteur. C'était la dernière question que nous avions concernant. Docteur, j'ai une question. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir éclairé. Oui, la joie est partagée. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été nombreux pour aller à la découverte de cette spécialité qui nous permet davantage de mieux vivre, d'avoir un bon point et surtout de maintenir notre santé. C'est notre objectif chaque samedi, vous permettre d'être en bonne santé, de prévenir certaines maladies. Et je crois que la cuisine vous permettra de prévenir beaucoup de maladies. Si vous avez été satisfait, on se dit la semaine prochaine, lorsqu'il est 10h, nous allons aborder une autre thématique. D'ici à là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes sur Chem10 Télévision.